La matinée du 28 juin 1942 débute comme toute autre mission de patrouille au-dessus des côtes françaises. L'officier pilote Burlin Smith du 131e escadron a levé son Spitfire Mark VB numéro de série AB910 de la piste gazonnée de la RAF Perp à Cornwall, rejoignant 11 autres avions pour un balayage de chasse à travers la Manche. Le moteur Rolls-Royce Merlin bourdonnait avec son grognement profond familier alors que la formation grimpait à travers des nuages épars à 8000 pieds. Les rapports des services de renseignement suggéraient une activité minimale de Luftwaffe ce matin-là. Les pilotes s'attendaient à une sorte de routine, peut-être à une brève escarmouche s'ils rencontraient un avion de reconnaissance isolé. Personne ne soupçonnait qu'en 90 minutes, l'un des chasseurs britanniques les mieux gardés tomberait aux mains de l'ennemi pratiquement intact. Les ennuis de Smith ont commencé à Cherbourg. Un seul obus de canon d'un Focke-Wulf 190 surgissant de nulle part hors du soleil a percé le capot de son moteur. Le Merlin toussa, rôta de la fumée noire, puis se convulsa complètement. Dans le silence soudain qui suit une panne moteur en altitude, Smith a pris sa décision en quelques secondes. Il ne pouvait pas glisser sur 60 000 dos libres. La côte française s'étendait en dessous de lui, parsemée de positions de Wehrmacht, mais un champ plat près du village de Créteville offrait sa seule chance. Il a laissé tomber le train d'atterrissage, a relevé le nez tandis que la vitesse de l'air diminuait et a fait descendre le Spitfire lors d'un atterrissage forcé classique. Les roues touchaient l'herbe. L'avion a roulé sur environ 200 mètres, puis s'est arrêté. Smith sortit précipitamment, s'attendant à incendier la machine avant l'arrivée des troupes allemandes. Il attrapa le pistolet chargé de cartouches incendiaires, procédure standard pour les pilotes abattus. Mais une escouade Wehrmacht s'est matérialisée depuis l'arbre en quelques secondes, les fusils pointés sur sa poitrine. Le Spitfire était assis derrière lui, les pales de l'hélice légèrement pliées depuis l'atterrissage, mais par ailleurs intactes. En moins d'une heure, des agents du renseignement de Luftwaffe sont arrivés du quartier général de Jägerschrada 2. Ils marchèrent lentement autour de l'avion, presque avec révérence. La cellule entière est restée intacte, à l'exception de ce seul trou de canon dans le capot et d'une légère distorsion de l'hélice. Le train d'atterrissage ne s'était pas effondré. Les ailes ne présentaient ni rides ni boucles. Même l'équipement radio restait intact dans son plateau de montage. Un officier passa sa main le long du bord d'attaque elliptique des ailes, sentant le rivetage affleurant que les ingénieurs allemands avaient encore du mal à reproduire dans la production de masse. Un autre a regardé dans le cockpit, notant le viseur du canon, le cadran des gaz et les roues de compensation exactement comme les pilotes britanniques les utilisaient quotidiennement. Ils avaient déjà capturé des Spitfire, des épaves incendiées, des fuselages brisés, des avions qui ne révélaient rien d'autre que du métal tordu. Mais cette machine pourrait voler à nouveau avec rien de plus qu'un changement de moteur et quelques points de soudure. La valeur du renseignement était stupéfiante. À la tombée de la nuit, un camion surbaissé est arrivé avec une équipe technique de dépannage de Luftwaffe. Ils ont vidé le carburant restant, débranché les câbles de commande et hissé le Spitfire sur la plateforme de la remorque. Sous le couvert de l'obscurité, pour éviter les avions de reconnaissance alliés qui pourraient mitrailler le prix, le convoi se dirigea vers l'est en direction de l'Allemagne. Smith, quant à lui, commençait son voyage vers un camp de prisonniers de guerre, ignorant que son atterrissage forcé venait de donner à la Luftwaffe son aperçu le plus complet, à ce jour, du chasseur qui les avait tant ensanglantés pendant la bataille d'Angleterre. Les Allemands ont toujours respecté la réputation du Spitfire. Les pilotes revenant du combat au-dessus du sud de l'Angleterre ont parlé de son rayon de braquage serré et de son taux de montée brutal. Les rapports d'essai de Mesmead reconnaissaient la supériorité de l'avion dans certains régimes de vol, mais le respect fondé sur les témoignages des pilotes et les renseignements de seconde main différait énormément du fait que la machine elle-même soit placée dans un hangar, disponible pour une inspection et des essais en vol illimité. Alors que LAB 910 pénétrait en Allemagne début juillet, le haut commandement de Luftwaffe a donné l'ordre à Olin, la principale installation d'essai du service, de donner la priorité à cette évaluation avant presque tous les autres projets. Il voulait des réponses précises et mesurables sur les performances de montée, le rayon de braquage, les caractéristiques de décrochage, la vitesse maximale en altitude et le taux de roulis. Plus important encore, il voulait des vols de comparaison avec leurs propres chasseurs de première ligne pour comprendre exactement où le Spitfire possédait des avantages et où les avions allemands pourraient exploiter leurs faiblesses. La machine capturée est arrivée aux installations de Reckland près du lac Müritz le 4 juillet 1942. Les techniciens l'ont transportée dans un hangar sécurisé, postant des gardes armés à chaque entrée. Même le personnel de Luftwaffe sans autorisation top secret s'est retrouvé exclu du bâtiment.
Le pilote d'essai chargé d'évaluer ce chasseur britannique avait déjà acquis la réputation d'être l'un des aviateurs allemands les plus analytiques, un homme qui volait avec la précision d'un ingénieur plutôt que l'agressivité d'un guerrier. Son rapport initial confirmerait les hypothèses de Luftwaffe sur le Spitfire ou les briserait complètement. L'assistant Ralph Pingl a été encercler le Spitfire 3 fois avant de le toucher. Il avait piloté des Bf-109 au-dessus de la France et de la Grande-Bretagne, accumulant 26 victoires confirmées avant que son propre atterrissage forcé en Angleterre ne le place dans un camp et pendant 8 mois. Un échange de prisonniers au début de 1942 le ramena chez lui et le commandant de la Luft l'affecta immédiatement au centre d'essai stellaire des aérobonds de Rechlin. Son expérience du combat et ses connaissances techniques en faisaient le choix évident pour évaluer les avions alliés capturés. Pourtant, debout dans ce hangar le 5 juillet, examinant l'IAB 910 sous de fortes lumières électriques, Pingl s'est retrouvé à remettre en question tout ce que les renseignements allemands lui avaient dit sur la construction et les capacités du Spitfire. Le premier choc est venu du poids, ou plutôt de son absence. Les estimations des services de renseignement de l'URUF suggèrent que le Spitfire Mark V pesait environ 3200 kg à pleine charge. L'équipe de Pingl a placé l'IAB 910 sur des échelles étalonnées après avoir installé un moteur Merlin 45 de remplacement provenant d'un autre Spitfire écrasé. La lecture indiquait 2911 kg avec le plein de carburant et de munitions, soit près de 300 kg de moins que les projections allemandes. Pingl a immédiatement fait les calculs dans sa tête. Cette différence de poids se traduit directement par des performances de montée, un taux de virage soutenu et une accélération. Autant de zones où le Bf-109F luttait déjà contre les Spitfire, selon les rapports des pilotes. Si le chasseur britannique était réellement plus léger que prévu, ces écarts de performance seraient encore plus importants que prévu. Il s'est déplacé vers les ailes. La plateforme elliptique a toujours fasciné les ingénieurs allemands qui la considéraient comme idéale sur le plan aérodynamique mais incroyablement coûteuse à fabriquer. Messide avait choisi une aile droite effilée plus simple pour le 109, précisément parce que les courbes complexes exigeaient un outillage excessif et une main-d'œuvre qualifiée. Pourtant, il y avait ici un chasseur britannique produit en série, dont les ailes semblaient avoir été sculptées plutôt que gravées. Pingl passa ses doigts le long du dessous, sentant des bosses à peine perceptibles là où se trouvaient les rivets affleurants. Toute la surface inférieure de l'aile était plus lisse que tout ce qui sortait des usines allemandes. Il savait, grâce à sa formation en aérodynamique, que la douceur de la peau affectait directement la traînée, en particulier à grande vitesse. Chaque tête de rivet dépassant dans le flux d'air coûte quelques kilomètres par heure en vitesse maximale. Les Britanniques avaient d'une manière ou d'une autre résolu le problème de fabrication que les ingénieurs de production allemands qualifiaient encore d'impossible à grande échelle. Le cockpit a livré une autre surprise troublante. Pingl monta à bord, ajusta le siège et examina le tableau de bord. Tout était logiquement positionné. L'accélérateur tombait naturellement sous sa main gauche, les roues de trim à portée de main, le viseur parfaitement au niveau des yeux. Mais la visibilité l'a stupéfié. La verrière à bulles offrait une vue presque dégagée dans toutes les directions, sauf directement vers l'arrière. Il avait beaucoup piloté le Bf-109F, et sa verrière lui semblait toujours claustrophobe en comparaison, avec des cadres épais interrompant les lignes de vue et la plaque de blindage de la tête bloquant la vision vers l'arrière. Au combat, voir l'ennemi en premier importait souvent plus que de disposer d'un avion légèrement plus rapide ou d'un blindage plus lourd. Si les pilotes britanniques appréciaient cette vue panoramique lors des combats aériens, tandis que les pilotes de la Luft plissaient les yeux à travers des vitrages étroits, cet avantage à lui seul pourrait expliquer pourquoi les Spitfire semblaient apparaître de nulle part lors des combats. L'Oberleutnant Hans-Vera Leers, un autre pilote d'essai affecté à l'équipe d'évaluation, s'est concentré sur le système de contrôle. Il a déconnecté les panneaux d'inspection et a tracé les câbles allant du manche et des pédales de direction jusqu'aux gouvernes. Les chasseurs allemands utilisaient une harmonie de contrôle relativement rigide, des forces de bâton lourdes qui nécessitaient du muscle pour être vaincus, en particulier à grande vitesse. Les Britanniques avaient conçu quelque chose de complètement différent. Les ailerons réagissaient à la pression du bout des doigts même lorsque l'avion était à l'arrêt. Leers a tiré le bâton sur toute sa course, sentant la résistance. Léger, remarquablement léger. Il appela Pingl et les deux pilotes actionnèrent les commandes, échangeant des regards inquiets. Si ses forces de contrôle restaient aussi légères en vol, le Spitfire pourrait atteindre des taux de roulis que les lourds ailerons du Bf-109 ne pourraient tout simplement pas égaler. Les performances de roulement déterminaient qui gagnait ou perdait, transformant ainsi les combats de chiens. Le chasseur qui pouvait inverser la direction de l'inclinaison plus rapidement contrôlait l'engagement. L'équipe d'ingénieurs a démonté les panneaux du fuselage et photographié chaque détail structurel.
Ils ont découvert des techniques de construction de peaux sollicitées plus avancées que les méthodes allemandes, la peau métallique elle-même supportant des charges aérodynamiques plutôt que de nécessiter de lourdes charpentes internes. Les Britanniques avaient essentiellement construit une structure semi-monoque volante permettant d'économiser du poids tout en conservant sa résistance. Les avions allemands s'appuyaient encore sur une construction à ossature traditionnelle avec un revêtement en tissu ou en métal léger. La pénalité de poids était substantielle, mais les ingénieurs de Mesmith et Foley avaient insisté sur le fait que l'approche britannique était trop complexe pour une production de masse. Pourtant, il y avait là la preuve que le fait britannique les théories produisaient ces structures sophistiquées en quantité qui dépassait la production de chasseurs de la Luftwaffe. Pingl a rédigé son rapport préliminaire d'inspection au sol ce soir-là. Les conclusions du document étaient brutales. Toutes les hypothèses d'avant-guerre concernant la construction des Spitfire étaient fausses. L'avion était plus léger, plus aérodynamiquement raffiné, mieux conçu pour l'efficacité du pilote et plus intelligemment conçu que ne le suggéraient les estimations des renseignements, et il n'avait même pas encore démarré le moteur. Les essais en vol réel apaiseraient les inquiétudes allemandes ou confirmeraient que la Luftwaffe faisait face à un adversaire encore plus puissant que celui qui lui avait coûté la bataille d'Angleterre. Les protocoles de sécurité entourant les essais en vol de l'IAB 910 dépassaient même ceux protégeant les avions expérimentaux allemands. Le maréchal Göring du Reich lui-même a donné l'ordre qu'aucune mention du Spitfire capturé ne puisse apparaître dans aucune communication écrite en dehors des plus hauts niveaux de commandement. Le commandant de Relin a établi un périmètre autour du hangar d'essai, les officiers de Gestapo vérifiant les informations d'identification de toute personne s'approchant à moins de 200 m. La Luftwaffe craignait que les renseignements alliés ne découvrent la capture intacte et ne lancent un raid de bombardement spécifiquement pour détruire cet avion unique. Un Wellington ou un Mosquito trouvant au wrestling par une nuit claire pourrait effacer des mois de recherche potentielle en quelques secondes. La préparation du Spitfire au vol a demandé 3 semaines de travail minutieux. Le moteur Merlin de remplacement extrait d'un Mark V écrasé trouvé dans un champ français nécessitait une inspection et des tests complets avant l'installation. Les techniciens allemands avaient une expérience minime avec les moteurs Rolls-Royce, et le système sophistiqué de suralimentation à 2 étages du Merlin différait considérablement des unités plus simples équipant les centrales électriques de Daimler-Benz. Chaque composant devait être vérifié. Le système de refroidissement utilisait un mélange de glycol légèrement différent des spécifications allemandes. Le calage de l'allumage devait être réglé précisément selon les manuels techniques britanniques capturés séparément. Même l'hélice présentait des défis, une unité Havelandt à vitesse constante fonctionnait selon des principes hydrauliques que les ingénieurs allemands trouvaient inutilement complexes par rapport à leur propre commande d'hélice électrique. Peindre l'avion a suscité un débat houleux parmi les agents du renseignement. Certains ont plaidé pour le garder dans le camouflage de la RAF afin d'utiliser potentiellement le Spitfire dans des opérations de déception, peut-être en le faisant voler à basse altitude au-dessus du territoire occupé pour confondre les pilotes alliés ou même tenter une mission d'infiltration. D'autres ont insisté sur l'application complète des marquages Luftwaffe pour éviter les incidents de tirs amis lors des vols d'essai. Le compromis ne satisfaisait personne mais reflétait la réalité opérationnelle. Ils ont peint des croix de balcon proéminentes en noir et blanc sur le fuselage et les ailes tout en conservant la plupart des motifs de camouflage originaux de la RAF. De grands panneaux d'identification jaunes ont été ajoutés sur le nez et l'arrière du fuselage, le marquage standard de la Luftwaffe pour les avions opérant sur le théâtre d'opération de l'Est. Bien que ce Spitfire ne verra jamais la Russie, les équipes au sol ont également peint en blanc 14 sur les côtés du fuselage, le désignant comme un avion dans l'inventaire des tests Olin. L'apparence hybride semblait bizarre, symbole visuel de l'identité confuse de l'avion. Les ingénieurs britanniques portant du carburant aux insignes allemands présentaient une complication inattendue. Le moteur Merlin a été conçu pour fonctionner avec de l'essence aviation à indice d'octane de cent, un carburant que la Grande-Bretagne recevait en grande quantité des raffineries américaines. Les usines allemandes de production de carburant synthétique, gênées par des approvisionnements limités en pétrole brut et par les bombardements alliés, ont eu du mal à produire même du carburant à indice d'octane de 87 de manière constante. Le carburant aviation de la plus haute qualité de Luftwaffe, désigné C3, a un indice d'octane de 96, proche mais pas identique aux exigences du Spitfire. Les ingénieurs ont calculé que l'utilisation du carburant C3 réduirait les performances du moteur d'environ 3 à 4%, affectant particulièrement la pression de suralimentation maximale en altitude. Cela signifiait que les résultats des tests sous-estimeraient les véritables capacités du Spitfire. Lorsque Pingl a appris cela, il a insisté pour que cette divergence soit notée de manière bien visible dans tous les rapports. Si le Spitfire démontrait sa supériorité tout en fonctionnant avec un carburant sous-optimal, les résultats étaient encore plus alarmants.
La sélection de la liste des pilotes d'essai a nécessité un examen attentif. Pingle effectuerait les sorties d'évaluation initiales, mais le commandant de Requin souhaitait que plusieurs pilotes expérimentent l'avion et fournissent des évaluations indépendantes. Ils ont choisi 3 aviateurs supplémentaires. L'RC, qui avait minutieusement examiné les systèmes de contrôle sur le terrain. Alpman Emil Sed, un ancien instructeur avec plus de 3000 heures de vol qui pouvait évaluer objectivement les qualités de pilotage, et lieutenant Franz Stigler, un vétéran de Jägerschrada 27, qui avait combattu des Spitfire au-dessus de Malte et pouvait comparer le véritable avion à ses souvenirs de combat. Chaque pilote a étudié le manuel technique de LHB 910, un document capturé de la RAF que les traducteurs allemands ont travaillé page par page, convertissant chaque mesure, des unités impériales aux unités métriques et chaque terme technique britannique dans son équivalent allemand. La météo est devenue peu coopérative fin juillet. De gros nuages et des pluies intermittentes ont maintenu le Spitfire au sol pendant 6 jours consécutifs. Pingle a utilisé ce délai pour effectuer des essais au sol, en faisant avancer l'accélérateur à différents réglages de puissance, tandis que les mécaniciens surveillaient les températures et les pressions du moteur. Le son distinctif du Merlin, plus aigu que celui des moteurs du Daimler-Benz qu'il connaissait intimement, résonnait dans la zone de dispersion de Requelin. D'autres pilotes d'essai ont arrêté leur travail pour écouter. Ce bruit avait terrifié les équipages de bombardiers allemands au-dessus de la Grande-Bretagne 2 ans plus tôt. La signature acoustique des Spitfire plongeant pour attaquer. L'entendre maintenant, produit par un moteur britannique capturé portant des croix Luftra, créait une atmosphère surréaliste. Un mécanicien a écrit plus tard dans son journal que le bruit du moteur le mettait profondément mal à l'aise, comme s'ils avaient capturé quelque chose qui ne voulait pas être mis en cage. Le 29 juillet 1942, les conditions s'améliorèrent enfin. La brume matinale s'est dissipée vers 9 heures, laissant un air calme et une visibilité illimitée. Pingle a terminé son inspection pré-vol, est monté dans le cockpit et s'est attaché. L'équipe au sol a retiré les cales. Ce serait un premier vol prudent. Décollage, montée à 3000 m, vérification de manutention de base, puis atterrissage. Pas de voltige, pas de course à grande vitesse, rien qui puisse stresser une cellule qui avait déjà survécu à un atterrissage forcé. Les renseignements obtenus lors d'un premier vol réussi justifiaient l'approche conservatrice. Il pourrait explorer les limites de l'enveloppe de performance plus tard. Après avoir confirmé que l'avion était fondamentalement en état de navigabilité sous opération allemande, Pingle a avancé la manette des gaz en douceur, sentant la puissance du Merlin augmenter à travers la cellule. Le Spitfire accéléra plus vite que prévu, nettement plus vite que le Bf-109F qu'il avait piloté la veille. À des fins de comparaison. La queue s'est relevée à 60 km/h et tout à coup, il a pu voir droit devant lui sur la piste en herbe au lieu de regarder par le nez. À 140 km/h, le chasseur s'est simplement élevé dans les airs sans aucune contre-pression consciente sur le manche. Il s'était attendu à reculer pour forcer l'avion à décoller comme le demandaient les chasseurs allemands, mais le Spitfire avait ses propres idées sur le moment où il serait prêt à voler. La sensation était à la fois troublante et exaltante. En gravissant 1000 mètres, Pingle a commencé une exploration douce des commandes. Il avait lu attentivement les notes du pilote capturé, connaissait les vitesses de décrochage et les paramètres de pilotage recommandés, mais les chiffres sur papier ne donnaient rien sur les sensations réelles d'un avion. Il roula sur une berge peu profonde vers la gauche. Les ailerons ont répondu avec une immédiateté presque choquante. Presque aucun mouvement du bâton ne produisait un taux de roulinette. Il renversa la berge vers la droite. Même réponse, légère, précise, pas de décalage entre l'entrée et la réaction. Le Bf-109 nécessitait une pression ferme sur le manche et une musculature délibérée pour atteindre des taux de roulis similaires, en particulier au-dessus de 300 km/h, où les charges aérodynamiques raidissaient considérablement les commandes. Ce chasseur britannique a roulé comme s'il lisait dans ses pensées plutôt que d'attendre des commandes physiques. À 2000 mètres, il tente le premier vrai virage. Une inclinaison douce de 30 degrés, en maintenant l'altitude avec une légère contre-pression. Le Spitfire a fendé les airs en douceur, sans tampon, sans tendance à laisser tomber une aile ou à déraper vers l'extérieur. Il a resserré l'inclinaison à 45 degrés, toujours lisse. 60 degrés maintenant, tirant plus fort sur le manche, sentant les forces G le presser contre le siège. Le rayon de virage a considérablement diminué, mais l'avion est resté stable et contrôlable. Le buffet qui avertissait de l'approche d'un décrochage ne s'est jamais concrétisé. Il jeta un coup d'œil à l'anémomètre, 210 km/h, et volait toujours confortablement dans ce virage serré. Les chasseurs allemands trembleraient et protesteraient à ses angles et vitesses,
exigeant des corrections constantes pour empêcher un roulis brusque ou un départ du vol contrôlé. Quelque chose d'autre attira son attention durant ces virages. La réponse de la profondeur était parfaitement harmonisée avec les ailerons, aucune des deux commandes ne dominant, les deux travaillant ensemble naturellement. Les avions allemands avaient généralement des forces de gouverne de profondeur plus lourdes que celles des ailerons ou vice-versa, créant un léger décalage que les pilotes ont appris à compenser inconsciemment. Les concepteurs du Spitfire étaient parvenus à une véritable harmonie sur les trois axes. Force de roulement, de tangage et de déplacement, toutes équilibrées proportionnellement. L'effet psychologique a été profond. Pingle s'est rendu compte qu'il ne combattait pas l'avion ni ne gérait ses bizarreries. Il pensait simplement à l'endroit où il voulait aller, et le Spitfire y est allé. C'est ce que la RAF voulait dire lorsque les rapports de renseignement mentionnaient la nature indulgente et la manipulation intuitive du Spitfire. Il a grimpé jusqu'à 3000 mètres et a tenté quelques manœuvres verticales, une demi-boucle, vers le haut et par-dessus le sommet, roulant momentanément à l'envers avant de terminer la courbe. Le carburateur G négatif du Merlin s'est brièvement coupé en haut de la boucle, exactement comme le manuel technique le prévenait, provoquant une toux momentanée avant la reprise du G loin positif. Les chasseurs allemands utilisaient des systèmes d'injection de carburant qui évitaient ce problème, mais le problème du carburateur semblait être un inconvénient mineur plutôt qu'une limitation du combat. Les pilotes pouvaient simplement rouler à l'envers avant de passer, en maintenant un G positif tout au long de la manœuvre. Le taux de montée lors de la phase initiale de la boucle l'a plus impressionné que la faiblesse du carburateur. Le Spitfire a tiré vers le haut de manière agressive, convertissant la vitesse de l'air en altitude avec une efficacité remarquable. La réponse de l'accélérateur méritait une attention particulière. Pingle avait piloté des dizaines de types de chasseurs tout au long de sa carrière, et la plupart présentaient un décalage notable entre le mouvement des gaz et le changement de puissance du moteur. Le Merlin réagit presque instantanément. Avancer la manette des gaz. Augmentation de puissance immédiate. Réduisez-le. Diminution immédiate de la puissance. Cela était extrêmement important au combat, où les pilotes ajustaient constamment leur puissance pour gérer l'énergie et la position. Un chasseur qui répondait lentement aux sollicitations des gaz obligeait son pilote à anticiper ses besoins en puissance quelques secondes à l'avance. Le Spitfire permet à son pilote de réagir en temps réel aux situations tactiques changeantes. Combiné aux commandes d'éclairage et aux rayons de braquage serrés, cela signifiait qu'un pilote de Spitfire pouvait passer d'un régime de vol à l'autre, grimper, plonger, tourner, accélérer avec un minimum de retard ou de planification. L'avion a simplement fait ce que son pilote lui demandait lorsqu'il le lui demandait. Pingle a délibérément relevé le nez brusquement, saignant la vitesse de l'air pour explorer les caractéristiques de décrochage. L'anémomètre a baissé de 180, 160, 140, 120 km/h. L'avion a commencé à le polir doucement, donnant un avertissement suffisant. À 110 km/h, le nez est finalement tombé, mais le décrochage était doux et prévisible. Avancé, ajoutez de la puissance et le Spitfire récupère immédiatement sans aucun drame. Pas de chute d'aile, pas de vrille naissante, juste un simple décrochage aérodynamique que n'importe quel pilote pourrait gérer facilement. Les avions d'entraînement allemands présentaient souvent un comportement de décrochage vicieux pour enseigner aux nouveaux pilotes le respect des limites du domaine de vol. Le décrochage docile du Spitfire permettait aux pilotes de combat de voler jusqu'au bord sans craindre de perte de contrôle. Après 40 minutes, durée prévue pour cette première sortie, Pingle retourna à la lutte et se prépara pour l'atterrissage. La vitesse d'approche lui semblait lente, inférieure à 150 km/h, ce qui lui laissait suffisamment de temps pour s'ajuster et s'aligner sur la piste en herbe. La vue sur le nez est restée excellente, même avec la configuration du traîneau de queue. L'atterrissage s'est déroulé en douceur, l'avion s'est posé sur l'herbe sans rebondir ni flotter. Il s'est arrêté et a coupé le moteur. L'équipe au sol s'est précipitée vers l'avion tandis que Pingle restait assis tranquillement dans le cockpit pendant plusieurs secondes, réfléchissant à ce qu'il venait de vivre. Puis il est descendu et s'est dirigé directement vers le bureau des opérations sans parler à personne. Son rapport de vol préliminaire a pris 3 heures à rédiger et s'est terminé par une phrase qui a envoyé une onde de choc au haut commandement de Luftwaffe. Cet avion est supérieur au Bf-109F dans tous les paramètres pertinents au combat, à l'exception de la vitesse maximale supérieure à 6000 m. Les essais comparatifs commencèrent le 3 août 1942 avec les pilotes de combat les plus expérimentés de Reclin alternant à la fois sur les Spitfire capturés et sur les chasseurs de première ligne de la Luftwaffe. La méthodologie était rigoureuse et scientifique. Montée chronométrée à des altitudes spécifiques, cercle de braquage mesuré à différentes vitesses,
accélération depuis la croisière jusqu'à la vitesse maximale et simulation de combat de chiens avec des caméras d'armes à feu enregistrant chaque engagement. Chaque test a été répété plusieurs fois pour éliminer les anomalies et établir des données cohérentes. Le Luftrair avait besoin de preuves quantifiables, et non d'opinions subjectives des pilotes, même si ces opinions se révéleraient remarquablement uniformes quel que soit l'aviateur qui volait. Le premier affrontement opposa LGAB 910 à un Bf 109 F4, le principal chasseur de première ligne de la Luftwaffe au milieu de 1942. Pingle pilotait le Spitfire tandis que Leers prenait le Messerschmitt. Les deux avions décollent simultanément et montent à 5000 mètres avant de commencer leur engagement. Le protocole de test préconisait un départ neutre. Les deux chasseurs volent parallèlement à vitesse de croisière avant d'entamer un combat tournant. Au signal, les deux pilotes se sont rapprochés violemment. En 2 tours complets, Pingle avait positionné le Spitfire sur la queue de l'air. Les images de la caméra du Canon montraient le Bf 109 essayant frénétiquement de renverser le chasseur britannique, mais la géométrie restait désespérée. Le rayon de braquage plus serré du Spitfire signifiait que chaque rotation de 360 degrés le rapprochait légèrement d'une position de tir. Après 6 virages, la seule option de l'air était de plonger à plein régime, en essayant d'utiliser l'accélération de plongée supérieure du Bf 109 pour rompre le contact. Ils ont répété l'engagement 5 fois avec des positions de départ différentes. Le résultat variait uniquement en fonction de la durée de survie du Bf 109 avant que le Spitfire ne parvienne à tuer théoriquement. En combat de retournement de niveau, le chasseur allemand W comme simplement surclassé. Les données ont confirmé ce que suggéraient les rapports de combat. Un pilote de Spitfire qui maintenait sa discipline et restait dans le plan horizontal battrait presque à chaque fois un pilote de Bf 109 de compétences égales. Les commentaires de leur chat après le vol étaient professionnels, mais dévastateurs. Contre un Spitfire, il ne faut jamais entrer dans un virage soutenu. Nos seuls avantages sont l'accélération initiale de la plongée et des performances légèrement meilleures à haute altitude au-dessus de 7000 et il faut lutter verticalement, jamais horizontalement. La comparaison des taux de montée a donné des résultats tout aussi décevants. Les deux avions sont partis du sol et ont grimpé à puissance maximale continue jusqu'à 6000 m. Le Spitfire a atteint l'altitude en 6 minutes et 42 secondes. Le Bf 109F a nécessité 7 minutes et 18 secondes, un déficit de 36 secondes qui s'est traduit par environ 800 mètres d'avantage d'altitude en combat. Si une formation mixte de Spitfire et de Bf 109 commençait à grimper simultanément à partir de la même altitude, les chasseurs britanniques bénéficieraient d'un énorme avantage de position au moment où ils se rencontreraient au combat. Les pilotes allemands avaient développé des tactiques pour compenser, gagnant généralement de l'altitude bien avant un engagement et utilisant cet avantage en hauteur pour compenser les performances de montée supérieure du Spitfire. Mais cela nécessitait de savoir où l'ennemi apparaîtrait, ce qui est rarement possible dans des situations de combat fluide. Les tests de taux de roulis ont peut-être produit les données les plus alarmantes. Les ingénieurs ont monté des caméras à grande vitesse pour capturer le temps exact nécessaire à chaque avion pour effectuer un roulis complet à 360 degrés à différentes vitesses. À 400 km/h, une vitesse de combat typique, le Spitfire a rempli son rôle en 1,8 secondes. Le Bf 109F en avait besoin de 2,4 secondes. Cette différence de 6 dixièmes de seconde semblait insignifiante sur le papier, mais en combat, elle déterminait qui pouvait inverser la direction de l'inclinaison assez rapidement pour suivre un adversaire en manœuvre. Le pilote du Spitfire pouvait rouler à l'envers, passer en marche arrière et se redresser à nouveau avant que le pilote du Bf 109 n'ait terminé son renversement. Cette seule caractéristique expliquait pourquoi les pilotes expérimentés de la Luftwaffe déclaraient se sentir perpétuellement en retard sur la courbe d'énergie lorsqu'ils combattaient des Spitfire. Ils pilotaient un avion qui répondait légèrement plus lentement à chaque commande. Le Spitfire capturé affronta ensuite le Focke-Wulf FW1 3, entré en service quelques mois plus tôt. Les pilotes allemands considéraient le FW190 clairement supérieur au Bf 109 à bien des égards. Meilleur taux de roulis, blindage plus lourd, maniabilité supérieure à grande vitesse. Ce nouveau chasseur égalerait ou dépasserait sûrement les capacités du Spitfire. Stigler pilotait le FW190 tandis que Sed prenait le Spitfire. L'engagement a commencé de manière identique au test du Bf 109. Démarrage neutre, intrusion les uns dans les autres, début du combat tournant. Le FW190 fonctionnait initialement mieux que le Messerschmitt. Son excellent taux de roulis permet à Stigler d'inverser rapidement la direction pour contrer les manœuvres de Clyde. Mais après 3 tours complets, le Spitfire se retrouvait toujours en position de tir. Le rayon de braquage légèrement plus serré du chasseur britannique a finalement surmonté l'avantage de roulis du FW190.
Cependant, le FW190 a démontré une nette supériorité dans d'autres régimes. Ses performances en plongée dépassaient considérablement celles du Spitfire et du Bf-109. En vol en palier au-dessus de 5000 mètres, le Foley Wolf était plus rapide d'environ 25 km/h. Le chasseur allemand transportait également un armement beaucoup plus lourd, 4 canons de 20 mm plus 2 mitrailleuses par rapport au Spitfire, 2 canons et 4 mitrailleuses. En un seul passage de tir, le FW190 a délivré près du double du poids du projectile. Cela suggérait des solutions tactiques. Les pilotes de FW90 devraient éviter complètement les engagements tournants, mais plutôt utiliser des attaques de vitesse et de plongée pour engager les Spitfire selon leurs propres conditions, en se séparant avant que le chasseur britannique ne puisse forcer un combat tournant. L'équipe de test a également évalué le Spitfire par rapport au Bf-109G, qui venait tout juste de commencer à atteindre les unités de première ligne. La variante Gustav était équipée d'un moteur plus puissant que le Friedrich, et les ingénieurs espéraient que cela réduirait l'écart de performance. Les résultats ont été mitigés, mais finalement décevants. Le Bf-109G a grimpé légèrement plus vite que le Spitfire en dessous de 4000 mètres, mais au-dessus de cette altitude, le chasseur britannique a repris son avantage. Les performances en virage sont restées décisives en faveur du Spitfire. L'armement plus lourd et le moteur amélioré du Gustav entraînaient une pénalité de poids qui aggravait ses caractéristiques de maniabilité déjà marginales. L'évaluation de Pingle était directe. Le 109G est une amélioration par rapport au Friedrich en armement et en montée, mais il reste inférieur au Spitfire dans le combat tournant qui domine les engagements en dessous de 6000 m. Les données de test complètes ont atterri sur les bureaux du haut commandement de la Luftwaffe fin août 1942, accompagnées d'images de caméras d'armes à feu qui rendaient les écarts de performance viscéralement évidents. Des officiers supérieurs se sont rassemblés dans des salles de briefing pour regarder un film du Spitfire capturé, déjouant systématiquement tous les types de chasseurs allemands. Les implications étendues bien au-delà de la simple reconnaissance de l'excellence de l'ingénierie britannique. Ces résultats ont exigé des révisions tactiques immédiates, des modifications de la formation et des changements de doctrine opérationnelle dans chaque unité de chasse, de la Norvège à l'Afrique du Nord. La Luftwaffe avait passé 3 ans à développer des tactiques basées en partie sur des hypothèses concernant les capacités des Spitfire. Les hypothèses se sont désormais révélées dangereusement fausses. Le général de Jagdwehr Adolf Galland a reçu le 27 août le rapport complet de la lutte. Galland avait dirigé des unités de chasse tout au long de la bataille d'Angleterre et avait compris les capacités des Spitfire grâce à une expérience directe et brutale, mais même lui trouvait les données mesurées choquantes. Le différentiel de rayon de braquage était pire que ce que les pilotes de combat avaient estimé. L'avantage du taux de roulis était plus important. L'écart de performance en montée était plus large. Il a immédiatement convoqué une conférence des commandants de Jishra pour discuter des réponses tactiques. La réunion a duré 2 jours et a produit un manuel de combat révisé distribué à chaque Jägerschrada à la mi-septembre. La nouvelle doctrine reconnaissait des vérités inconfortables et imposait des approches tactiques spécifiques pour compenser les désavantages mesurés des chasseurs allemands. Le principe de base était simple. Ne combattez jamais le Spitfire selon ses conditions. Il était explicitement interdit aux pilotes allemands de participer à des engagements de virage soutenus à moins qu'ils ne détiennent une supériorité numérique écrasante. Le manuel révisé l'indiquait sans détour. Un Spitfire surpassera n'importe quel chasseur de la Luftwaffe actuellement en service. Les pilotes qui tentent de retourner le combat contre un nombre égal ou supérieur de Spitfire seront abattus. Au lieu de cela, les chasseurs allemands reçurent pour instruction d'exploiter sans pitié leurs avantages spécifiques. Le Bf-109 devrait utiliser ses performances supérieures à haute altitude et ses caractéristiques de plongée, attaquant par le haut, effectuant une seule passe de tir, puis plongeant avant que le Spitfire ne puisse répondre. Le FW190 devrait également s'appuyer sur la vitesse et les attaques en plongée, sans jamais ralentir suffisamment pour permettre à un Spitfire de forcer un engagement horizontal. Les programmes de formation ont changé dans les écoles de pilotage de la Luftwaffe. Les nouveaux pilotes avaient toujours appris les techniques de base du combat de chien, comment se retourner contre un adversaire, comment diriger une cible, comment gérer l'énergie lors d'un engagement tourbillonnant. Le programme d'études post-reconnaissance mettait entièrement l'accent sur le combat tournant lorsque l'adversaire était identifié comme un Spitfire. Au lieu de cela, les instructeurs ont formé les étudiants aux tactiques de boom et de zoom. Prenez de l'altitude, plongez sur l'ennemi, tirez, éloignez-vous, remontez en altitude, répétez. Ce style de combat vertical convenait aux atouts des combattants allemands, mais exigeait une discipline exceptionnelle. Les pilotes inexpérimentés voulaient instinctivement suivre un ennemi endommagé en tournant après lui,
ce qui s'avérait souvent fatal si l'avion endommagé était un Spitfire feignant une vulnérabilité. Les données Reclin ont également influencé les priorités de développement des avions. Les ingénieurs de Foley-Wolf et de Messide ont reçu des instructions explicites pour donner la priorité aux performances à grande vitesse et au taux de montée dans les futures variantes de chasseurs, même si cela se faisait au détriment de la capacité de virage. La réflexion était pragmatique. Les chasseurs allemands ne surpasseraient jamais un Spitfire grâce à des améliorations progressives. Tenter d'être compétitif dans ce régime gaspille donc des ressources. Mieux vaut améliorer les caractéristiques là où les avions allemands détenaient déjà des avantages, en élargissant ces écarts de performance pour créer des options tactiques plus claires pour les pilotes. Cette philosophie a influencé des conceptions telles que les variantes ultérieures du Bf-109K et le TA-152, toutes deux optimisées pour l'interception à haute altitude plutôt que pour les combats de chiens à basse altitude. La collecte de renseignements revêt une nouvelle urgence. Si une variante du Spitfire pouvait démontrer ce niveau de supériorité, que pourraient réaliser les versions améliorées? La RAF était connue pour développer continuellement de nouvelles marques. Le rapport final de l'équipe de test de Reclin avertissait spécifiquement que le Mark VB capturé représentait probablement le milieu de la gamme évolutive du Spitfire, et non son apogée. Les ingénieurs britanniques travailleraient certainement sur des moteurs plus puissants, un aérodynamisme amélioré et un meilleur blindage. Les services de renseignement de Luftwaffe ont reçu l'ordre de donner la priorité aux informations sur le développement du Spitfire, en mettant particulièrement l'accent sur les variantes du moteur Griffin qui pourraient rendre les chasseurs allemands actuels complètement obsolètes. Chaque document capturé, chaque prisonnier de la RAF interrogé, chaque rapport d'agent britannique a été examiné à la recherche d'indices sur les capacités futures du Spitfire. Le changement tactique n'était pas purement défensif. Les commandants allemands ont reconnu que la compréhension des faiblesses spécifiques du Spitfire, aussi rare soit-elle, pourrait permettre une exploitation offensive. Le test Reclin avait identifié que la limitation négative du carburateur G du moteur Merlin restait non résolue dans le Mark VB. Un pilote de Spitfire qui avançait en G négatif subirait une coupure momentanée du moteur. Les pilotes de Luftwaffe ont reçu pour instruction de surveiller cette vulnérabilité. Si un Spitfire poursuivait un chasseur allemand en plongée, le pilote de la RAF poussait instinctivement le manche pour le suivre, provoquant ainsi son moteur à découper brièvement. Cette fraction de seconde pourrait permettre au pilote allemand de s'étendre au-delà de la portée de tir ou d'inverser l'engagement. Il s'agissait d'un mince avantage, mais le combat a été gagné grâce à l'accumulation de minces avantages. Les tactiques de formation ont également évolué. La doctrine allemande d'avant-guerre favorisait les formations serrées qui maximisaient la puissance de feu défensive mais réduisaient la maniabilité individuelle. Contre les Spitfire, cela s'est avéré suicidaire. Une formation qui ne pouvait pas manœuvrer jouait directement sur les forces des chasseurs britanniques. La doctrine révisée imposait des formations lâches avec un espacement plus large, permettant à chaque pilote une liberté maximale de manœuvrer de manière indépendante. La formation classique de 4 avions Schwarm a été conservée mais avec une séparation verticale accrue, garantissant que si la paire inférieure engageait des tirs Spitfire dans un combat tournant, la paire supérieure pouvait plonger pour des attaques tranchantes. Cela sacrifiait une certaine cohésion de la formation, mais reconnaissait la réalité selon laquelle l'intégrité de la formation importait moins que de donner à chaque pilote la flexibilité tactique nécessaire pour éviter les pièges tournants des Spitfire. Les unités de chasse opérant sur différents théâtres ont reçu des conseils personnalisés en fonction des conditions locales. En Méditerranée, où les combats se déroulaient généralement en dessous de 4000 mètres dans de l'air chaud qui réduisait les performances du moteur, les Spitfire détenaient un avantage maximal. Les combattants allemands en Afrique du Nord et en Sicile reçurent pour instruction d'éviter complètement le combat à moins de détenir une supériorité de position décisive. Sur le front de l'Est, où les chasseurs soviétiques manquaient généralement de la sophistication du Spitfire, les changements tactiques importaient moins. Bien que les commandants aient toujours intégré les leçons apprises en Europe occidentale, où les escadrons Spitfire de la RAF dominaient, les chasseurs de la Luftwaffe se sont de plus en plus tournés vers des rôles purement défensifs, interceptant des formations de bombardiers plutôt que de rechercher des engagements de chasseurs. L'impact psychologique a été profond. Quelques mois après les essais de Reclin, les pilotes de chasse allemands considéraient les rencontres avec des Spitfire comme des nécessités dangereuses à éviter lorsque cela était possible plutôt que comme des opportunités de victoire. La carrière de LHB 910 entre les mains des Allemands s'est étendue jusqu'à l'automne et l'hiver 1942, bien que son rôle soit passé de simple test à une déception opérationnelle et à une formation spécialisée. La Luftwaffe a reconnu que le simple fait de disposer d'un Spitfire pilotable offrait des opportunités stratégiques au-delà de l'évaluation technique.
L'avion est devenu un outil pour les opérations psychologiques, la familiarisation des pilotes et le perfectionnement des tactiques de combat. Pourtant, chaque vol comportait des risques. Un seul échec catastrophique détruirait cet atout irremplaçable du renseignement, mettant ainsi fin au programme qui en dépendait. En septembre et octobre, des pilotes sélectionnés de la Luftwaffe, issus des unités de première ligne, ont effectué une rotation à Rechlin pour ce qu'on appelait par euphémisme une formation de familiarisation. Chaque pilote a passé plusieurs heures à examiner l'AB 910 au sol avant de le piloter pendant environ 30 minutes. Le but était simple. Laisser les pilotes de combat qui affronteraient des Spitfire découvrir régulièrement l'avion depuis l'intérieur du cockpit. Ces vols fournissaient autant une préparation psychologique qu'un aperçu tactique. Les pilotes allemands qui n'avaient combattu que contre des Spitfire développaient souvent un respect exagéré confinant à la peur à l'égard des capacités des chasseurs britanniques. En fait, piloter la machine l'a quelque peu démystifié. Oui, c'était un avion exceptionnel, mais il n'était pas surnaturel. Il présentait des limites, des bizarreries et des vulnérabilités qui pouvaient être exploitées par un pilote averti. Le Luftwaffe a également utilisé l'AB 910 pour s'entraîner aux interceptions, aidant ainsi les pilotes allemands à reconnaître et à contrer les tactiques des Spitfire. Une mission d'entraînement typique impliquait le décollage et le vol de modèles défensifs des AB 910 tandis que des Bf 109 ou des FW 190 tentaient des interceptions. L'exercice a inversé la dynamique habituelle. Au lieu que les chasseurs allemands soient défensifs contre des avions britanniques supérieurs, ils ont pratiqué des tactiques offensives contre un véritable Spitfire. Les pilotes apprennent à reconnaître le moment précis où le rayon de braquage plus étroit d'un Spitfire les piégerait dans un engagement perdant, développant ainsi l'instinct de se désengager avant d'atteindre ce point. Ils s'entraînent au timing d'une fraction de seconde nécessaire pour s'éloigner d'un Spitfire en poursuite avant qu'il puisse aligner une solution de tir. Les images des caméras des armes à feu de ces sorties d'entraînement ont été distribuées aux unités opérationnelles à titre de matériel pédagogique. Les services de renseignement ont proposé d'utiliser l'AB 910 pour des opérations de pénétration au-dessus de la Grande-Bretagne. Piloter le Spitfire à basse altitude pour infiltrer l'espace aérien britannique, photographier des installations ou larguer des agents. La planification opérationnelle a atteint des stades avancés avant que les esprits plus froids ne l'emportent. Le risque était absurde par rapport au gain potentiel. Les chasseurs de la RAF identifieraient probablement l'AB 910 comme hostile malgré son profil Spitfire simplement parce que tout avion approchant de l'Europe occupée était considéré comme ennemi jusqu'à preuve du contraire. Les opérateurs radars britanniques et les observateurs au sol connaissaient les schémas et les horaires d'exploitation de leurs propres avions. Un Spitfire solitaire apparaissant de manière inattendue déclencherait une enquête et une enquête probable. Réception. Même si la mission réussissait une fois, l'avion serait presque certainement perdu, mettant ainsi fin à tous les programmes de recherche en cours. La proposition a été discrètement mise de côté, même si elle a refait surface périodiquement lorsque des agents du renseignement imaginaient des missions de pénétration soi-disant vitales. Le Spitfire servait également à des fins moins glamour mais plus pratiques. Les ingénieurs l'ont largement utilisé pour tester les équipements britanniques capturés, les radios, les sites d'armes, les systèmes à oxygène et même les munitions. Chaque fois que les forces allemandes récupéraient du matériel de la RAF sur les lieux d'un crash, les techniciens devaient comprendre comment il fonctionnait et s'il offrait des avantages par rapport à ses équivalents de la Luftwaffe. Disposer d'un Spitfire pilotable signifiait qu'ils pouvaient installer ses composants dans leurs cellules d'origine et les évaluer dans des conditions réalistes plutôt que de s'appuyer sur des tests en laboratoire. Par exemple, le site du canon gyroscopique britannique Mark II récupéré après un ouragan écrasé a été installé sur l'AB 910 et testé en vol contre des cibles en manœuvre. Les pilotes allemands l'ont trouvé légèrement supérieur au site de réflecteurs Ruffé de la Luft aux angles de déviation élevés, ce qui a conduit au développement accéléré de conception de viseurs gyroscopiques indigènes. Au début de 1943, l'AB 910 avait accumulé environ 80 heures de vol en exploitation allemande. La cellule montrait des signes de stress, pas catastrophiques, mais inquiétants. Le moteur Merlin de remplacement n'avait jamais été correctement révisé, juste réparé à partir de composants récupérés sur plusieurs avions détruits. La consommation de pétrole augmentait. Les températures de culasse étaient plus élevées que les spécifications autorisées. Le train d'atterrissage avait développé une tendance inquiétante à pendre légèrement lors de la rétraction, nécessitant un pompage manuel pour se ranger complètement. Chaque vol risquait une panne mécanique susceptible d'endommager ou de détruire l'avion. Le commandant de Relin fut confronté à une décision de plus en plus difficile.
Continuez à piloter le Spitfire et acceptez la probabilité croissante de perte due à une panne mécanique ou mettez-le à la terre de manière permanente et conservez-le comme exposition statique. La décision fut prise à sa place par les bombardements alliés. Dans la nuit du 17 avril 1943, le RAF Bombay Command lance un raid intensif contre des cibles dans le nord de l'Allemagne. Oulin n'était pas l'objectif principal. Cet honneur revenait aux cibles industrielles proches de Berlin, mais plusieurs bombardiers endommagés par la flak et désorientés par les nuages larguèrent leur chargement au hasard en tentant d'atteindre la côte. Un bâton de bombe est tombé sur la zone de dispersion de Reclan. LAB 910 était assis dans un hangar soi-disant sécurisé, mais une seule bombe de 500 livres a pénétré le toit et a explosé à 15 mètres de l'avion. L'onde de choc a froissé le fuselage du Spitfire, brisé la verrière et arraché l'aile bâbord. Des éclats d'obus ont criblé le moteur Merlin. Une fois la poussière dissipée, LAB 910 était reconnaissable comme un Spitfire, mais il ne volerait plus jamais. Les photographes allemands ont documenté méticuleusement l'épave et les techniciens ont récupéré tous les composants susceptibles de fournir encore des renseignements. Le moteur a été expédié à Daimler-Benz pour une analyse détaillée du démontage. Les systèmes de contrôle ont été conservés pour une étude continue. Les restes de la cellule ont été transportés dans un mess où les ingénieurs les ont utilisés comme référence pour l'analyse des contraintes et la recherche sur la conception structurelle. Même détruit, le Spitfire capturé a continué à répondre aux besoins de renseignements techniques de la Luftwaffe. Les images des caméras des armes à feu, les rapports de test, les évaluations des pilotes et les données techniques sont restées activement utilisées jusqu'à la fin de la guerre, éclairant chaque programme de développement de chasseurs et révisions tactiques ultérieures. Un avion capturé lors d'un atterrissage forcé avait fourni à l'Allemagne une manne de renseignements qui a façonné les opérations de la Luftwaffe pendant 3 ans. Il est finalement tombé aux mains d'une bombe larguée au hasard, ce qui représentait le genre d'ironie amère qui a caractérisé toute la guerre. Des ressources de renseignements inestimables détruites par le chaos ordinaire des combats à l'échelle industrielle. L'héritage de la capture et des essais de LAB 910 est répercuté sur l'aviation militaire allemande longtemps après que l'épave tordue ait été retirée du hangar endommagé par la bombe de Reclin. Les données extraites de ces 80 heures de vol ont influencé la philosophie de conception des avions, la doctrine tactique et la planification stratégique d'une manière qui a persisté jusqu'à la capitulation de l'Allemagne en mai 1945. La supériorité mesurée des Spitfire a forcé des comptes institutionnels inconfortables au sein de la Luftwaffe. Reconnaissance que l'ingénierie allemande, bien que sophistiquée, avait été dépassée dans des domaines critiques spécifiques par des équipes de conception britanniques travaillant avec des priorités et des méthodologies différentes. Les programmes de développement des chasseurs ont directement absorbé les leçons. Lorsque le bureau d'études de Messide a commencé à travailler sur ce qui allait devenir le chasseur à réaction Mi-262, les ingénieurs ont délibérément donné la priorité à la vitesse avant toutes les autres caractéristiques. Les données Reclin avaient démontré qu'il était inutile d'essayer d'égaler les performances de virage du Spitfire. Les chasseurs allemands à moteur à piston ne pouvaient tout simplement pas réaliser cette combinaison de moteurs légers et puissants et de raffinement aérodynamique. Géo a proposé une voie complètement différente, utilisant la vitesse brute pour dicter les conditions d'engagement. La philosophie de conception du Mi-262, une vitesse extrême, permettant aux pilotes de choisir quand combattre et quand se désengager, découle directement des leçons apprises en pilotant LAB 910. Si vous ne pouviez pas neutraliser un Spitfire, vous deviez être suffisamment rapide pour que votre capacité à tourner ne devienne plus pertinente. La conception des chars du chasseur à haute altitude Foley-Wolf TAR 152 reflétait également les découvertes de Wrestling. Plutôt que de tenter un chasseur de supériorité globale, Tank s'est concentré de manière obsessionnelle sur le seul régime dans lequel les chasseurs allemands avaient démontré un avantage mesurable au-dessus de 7000 m. La variante TR-152H comportait une aile extrêmement longue et un cockpit pressurisé entièrement optimisé pour les travaux d'interception stratosphérique où les Spitfire montraient une relative faiblesse. Cela représentait un changement philosophique fondamental par rapport à la pensée d'avant-guerre qui recherchait des chasseurs capables de dominer dans toutes les bandes d'altitude et dans toutes les situations de combat. Le Spitfire capturé avait enseigné aux concepteurs allemands qu'une telle supériorité universelle était irréaliste compte tenu des contraintes industrielles et de ressources. Mieux vaut dominer une bande de performance étroite que d'être médiocre partout. L'évolution de la doctrine tactique s'est poursuivie tout au long des années 1943 et 1944, à mesure que les principes de Reclin se répercutaient sur les unités opérationnelles. Les pilotes expérimentés de la Luftwaffe ont développé des techniques sophistiquées pour vaincre les Spitfire malgré les inconvénients mesurés de leurs avions. Ces tactiques reposaient sur l'exploitation de scénarios spécifiques dans lesquels les chasseurs allemands conservaient des avantages.
Accélération initiale en plongée, maniabilité à grande vitesse légèrement meilleure dans le cas du FW190, poids d'armement supérieur. Les pilotes ont appris à traiter chaque engagement comme une opération de délit de fuite, ne restant jamais dans la zone de combat assez longtemps pour que les Spitfire puissent forcer les combats en virage horizontal où les avions britanniques excellaient. Les ratios destruction en perte n'ont jamais favorisé le Luftrair par rapport à l'Europe occidentale, mais ils auraient pu être catastrophiquement pires sans les ajustements tactiques éclairés par le programme de test de LHB 910. La valeur de l'intelligence s'étend au-delà des simples mesures de performance. Leur connaissance intime des systèmes Spitfire a aidé les ingénieurs allemands à développer des contre-mesures et des tactiques d'exploitation spécifiques. Par exemple, une étude détaillée du système d'identification britannique IFFF examinée en profondeur sur LHB 910 a aidé les équipes de renseignement électromagnétique de Luftwaffe à identifier et à suivre les formations de la RAF avec une plus grande précision. Comprendre l'équipement radio du Spitfire a révélé ses limites de portée opérationnelle, permettant aux commandants allemands de positionner les chasseurs à des distances où les escortes du Spitfire ne pouvaient pas communiquer efficacement avec leur base. Ces avantages en matière d'intelligence de second ordre, extraits d'un examen méticuleux des systèmes et des composants, se sont révélés presque aussi précieux que les données sur les performances de vol. L'avion capturé a également servi d'avertissement au service de sécurité de Luftwaffe. Si un seul Spitfire atterrissant intact pouvait fournir des renseignements aussi complets à l'Allemagne, que pourrait apprendre la Grande-Bretagne des avions capturés de la Luftwaffe? Cela a donné lieu à des protocoles de sécurité considérablement améliorés en matière de récupération des avions et de sauvetage des pilotes. Les unités allemandes ont reçu l'ordre explicite de détruire plus complètement les avions endommagés plutôt que de risquer qu'ils tombent entre les mains de l'ennemi et soient réparables. Les pilotes ont reçu pour instruction d'utiliser des dispositifs incendiaires et de petites charges de démolition pour garantir que les chasseurs écrasés ne puissent pas être reconstruits. Les agents du renseignement ont longuement interrogé les pilotes de retour sur ce que les forces britanniques auraient pu apprendre de tout avion de la Luftwaffe abandonné sur le territoire contrôlé par les Alliés. Les services de renseignement britanniques sont restés largement ignorants de la capture et des tests approfondis de LHB 910 tout au long de la guerre. L'officier pilote Burlin Smith, le malheureux pilote qui avait effectué cet atterrissage forcé près de Cherbourg, passa le reste de la guerre dans des campés et n'apprit jamais que son avion était devenu le chasseur britannique le plus étudié d'Allemagne. Après la guerre, lorsque les officiers du renseignement de la RAF ont compilé des historiques d'échanges technologiques pendant le conflit, ils ont découvert des documents faisant référence à des tests approfondis de Luftwaffe sur un Mark Verby capturé. La révélation suscita une inquiétude immédiate quant aux avantages tactiques que l'Allemagne aurait pu obtenir, même si à ce moment-là la guerre était terminée et que la question était théorique. Les concepteurs d'avions britanniques ont été surpris d'apprendre avec quelle précision les ingénieurs allemands avaient cartographié l'enveloppe de performance du Spitfire. Les données requins correspondaient presque parfaitement aux propres résultats des tests de la RAF. La capture a influencé un dernier domaine inattendu, le développement de l'aviation d'après-guerre. Lorsque les équipes de renseignement alliées ont balayé l'Allemagne vaincue en 1945, elles ont récupéré d'énormes quantités de documents techniques de Luftwaffe, y compris les rapports complets de tests requins sur LHB 910. Les ingénieurs britanniques et américains étudièrent attentivement ces documents. Moins pour ce qu'ils ont révélé sur le Spitfire, la RAF connaissait intimement son propre chasseur. Plutôt que pour ce qu'ils ont exposé sur la méthodologie de test et les approches analytiques allemandes. La manière méticuleuse et systématique avec laquelle les ingénieurs ont évalué LHB 910 a impressionné les spécialistes de l'aviation alliée. Les protocoles de test, les méthodes d'enregistrement des données et les techniques d'analyse comparative ont influencé les normes de test de l'aviation militaire d'après-guerre en Grande-Bretagne et en Amérique. Dans une tournure étrange, les Allemands avaient créé un document de renseignement sur un avion britannique qui, en fin de compte, avait enseigné aux vainqueurs des leçons sur les procédures appropriées de test et d'évaluation. La leçon plus large transcendait tout ajustement d'avion ou de tactique. La capture de LHB 910 a démontré que le renseignement technologique pouvait être aussi révolutionnaire que le renseignement électromagnétique ou l'espionnage humain. Une machine intacte, méthodiquement évaluée, a fourni des informations qui ont façonné la doctrine et le développement de toute une force aérienne pendant des années. Le principe s'appliquait au-delà des chasseurs aux chars, aux systèmes radars, aux dispositifs de cryptage et à toute technologie où la compréhension des capacités de l'adversaire influençait vos propres choix de conception et votre planification opérationnelle. Les services de renseignement militaires modernes font remonter certaines méthodologies directement au programme de la Seconde Guerre mondiale, comme l'évaluation requin des avions capturés. Cet héritage bâti sur l'accident de l'atterrissage forcé d'un pilote de la RAF en France occupée représente la contribution finale et la plus durable de LHB 910 à l'histoire de l'aviation.